Bien, merci de votre présence en ce début d'après-midi du deuxième jour. J'espère que vous vous sentez bien ici dans ce havre de fraîcheur. C'est quasiment, je crois, le seul endroit où il fait à peu près bon ici. J'espère que ce n'est pas la seule raison de votre présence, évidemment. On va ouvrir une séquence maintenant consacrée au modèle mutualiste. N'est-il pas fragilisé aujourd'hui? Est-ce que sa singularité ne s'efface pas dans un paysage dominé par la standardisation des offres, les logiques de marché, les réformes successives? Mais alors qu'arrivent des réflexions sur la grande sécu ou la réforme de la protection sociale, les mutuelles reviennent au centre du jeu. Est-ce que leur rôle, leur modèle économique, leur ancrage territorial n'est pas plus que jamais à réaffirmer? Pour rester un acteur clé du pacte social, le mutualisme doit-il redevenir, s'il ne l'est plus, lisible, désirable, mobilisateur auprès de ses adhérents, de ses salariés, de ses militants comme des professionnels de santé? C'est tout l'enjeu donc de cette table ronde avec 3 intervenants que je vais appeler maintenant. Antoine Détourné, délégué général d'économie sociale et solidaire en France. Antoine, je vous en prie, vous pouvez l'accueillir. Sébastien Guérard, président de l'Union nationale des professionnels de santé. Et Béatrice Augier, secrétaire générale de la Mutualité française. Merci beaucoup à tous les 3 d'être là pour échanger, pour converser donc, autour de ce sujet. Antoine, d'abord, tiens, j'ai envie de commencer avec vous. Il se porte comment, le modèle mutualiste aujourd'hui? Le modèle mutualiste, il est, comme beaucoup de modèles de l'économie sociale et solidaire, il ressent le besoin, il ressent le besoin de s'affirmer. Il est aussi challengé par bien des aspects, par les forces qui lui sont concurrentes. Et puis, il a connu quelques moments difficiles. Éric Chenu, ce matin, parlait d'une forme de consumérisme qui est induit aujourd'hui par le financement et les modèles des mutuelles qui n'est pas leur fait. Et donc la question c'est comment voilà une adhésion subie, un lien distendu entre l'individu et le collectif, mais c'est l'image de notre société. Donc ce défi est celui des mutuelles, il est aussi celui de bien d'autres modèles de l'économie sociale et solidaire. Et puis c'est sans doute aussi un défi de société au sens large. Et donc en tant qu'acteur de la société civile, eh bien, les tendances, les fractures, les polarisations, mais aussi les besoins de réconciliation et de répondre à des besoins sociaux nouveaux concernent les mutuelles. Donc il y a à la fois des défis, je le disais, et puis aussi un savoir-faire, une expertise qui est sans doute à renouveler et réaffirmer. Quand l'adhésion est subie, est-ce que le rapport à la démocratie mutualiste est évidemment peut être tronqué? Il est sûr que le modèle du citoyen on peut être citoyen consommateur. Chaque jour, dans nos actes de consommation, on le ressent, mais participer à une démocratie, c'est participer à un collectif. Et si ce collectif apparaît uniquement comme pourvoyeur de services, il est difficile de s'y engager, de s'y impliquer, de sentir comment on peut peser dessus. Aujourd'hui, on est dans des sociétés où beaucoup de gens s'interrogent sur la voie qu'ils peuvent porter, l'accélération de ce monde qu'ils constatent et parfois qui leur échappe. Et donc, c'est sans doute autour de cela que le modèle mutualiste a une modernité et puis des réflexes et des outils à mettre en avant. C'est peut-être le moment justement de redoubler d'efforts pour faire vivre cette démocratie interne et faire prendre conscience à tous les sociétaires. Vous connaissez la phrase, sans les hommes et sans les femmes, rien ne se fait, sans les institutions, rien ne dure. Le monde mutualiste, il est en permanence dans cette tension entre des militants engagés, des acteurs de terrain, de territoire, et puis aussi un rôle institutionnel important. On voyait ce que disait Catherine Vautrin ce matin. Il faut jongler avec ce dilemme. Et peut-être que le moment de la démocratie est revenu. On a beaucoup parlé d'une AssureTech depuis le début, qui s'appelle Alan. C'est emblématique de quoi, ce qui se passe avec cette AssureTech? Ce qui est sans doute emblématique, c'est de la concurrence entre des nouveaux venus sur des marchés qui n'intéressaient pas ou peu. Avec des modèles qui sont un peu agressifs et surtout du fait que
on demande à l'économie sociale et solidaire, et particulièrement aux mutuelles, de se plier à des règles auxquelles d'autres acteurs ne se plient pas. Quand on parle d'Alan, on parle d'une entreprise qui n'a jamais fait de résultats positifs, qui, à mon avis, n'est pas soumise aux règles de fonds propres et aux contraintes réglementaires auxquelles sont soumises bon nombre de mutuelles. Et pour autant, on lui demande de s'aligner, on demande aux mutuelles de s'aligner sur les coûts, les tarifs de ce type d'entreprise. C'est impossible. Et la réponse, elle ne peut pas être, à mon sens, de dire uniquement nous sommes meilleurs parce que nous étions là avant. Mais nous sommes meilleurs parce que nous sommes vecteurs de cohésion sociale, nous sommes meilleurs parce que nous sommes vecteurs d'innovation, d'engagement, et puis pourvoyeurs de collectifs, parce qu'on voit malheureusement que les startups de l'intelligence artificielle, à bien des égards, créent de nouvelles rentes, et les rentes sont quand même, nourrissent des projets politiques peu favorables à la démocratie. À propos de projets politiques, est-ce que le modèle mutualiste, il est porté aujourd'hui dans le paysage politique, vous l'entendez? Il est présent? Il est porté par un parti? Alors, est-ce qu'il est porté par un parti? Je ne pense pas que ce soit souhaitable qu'il soit porté par un parti. Il a sans doute quelques adversaires, ça c'est sûr. Il fait partie du modèle républicain. D'ailleurs, le lapsus ce matin de Catherine Vautrin en atteste peut-être un tout petit peu, même si je ne suis pas sûr que c'est comme ça qu'il ait été reçu, si vous me le permettez. Néanmoins, c'est l'ensemble des mécanismes de solidarité qui sont questionnés aujourd'hui. Et donc, la question c'est l'économie sociale et solidaire dans ses différentes formes, fondations, coopératives, mutuelles, associations, aujourd'hui ne sont pas vues comme faisant partie d'un modèle social qui contribue à la performance de l'économie française. On a tendance à oublier que quand on est mieux protégé, quand on est mieux soigné, on participe d'une société qui va mieux et qui donc économiquement est plus apte à affronter un certain nombre de défis. C'est très basique ce que je dis, mais je pense qu'on l'a oublié et notre contribution à l'intérêt général, au modèle social, est sans doute aussi un des axes de valorisation d'importance. Sébastien Guérard, comment vous jugez aujourd'hui les relations entre les professionnels de santé et les complémentaires? Alors je ne sais pas si je dois la juger, mais en tout cas... Qualifions-la. Qualifier. Ce qui est certain, c'est que je suis arrivé ce matin, juste avant le propos liminaire du président, d'ailleurs que je remercie pour son invitation, et je me suis énormément retrouvé dans son discours, au même titre que je me retrouve beaucoup dans ce discours-là, c'est-à-dire dans une période où l'individualisme et le repli sur soi est un peu quand même la clé de voûte de nos concitoyens, où nos démocraties sont particulièrement chahutées et mises à mal, il est assez évident que le système mutualiste est probablement une des voies de passage, une des clés et une des solutions. Une fois qu'on a dit ça, je crois que l'ensemble des professionnels de santé que je représente sont malgré tout très sensibles au pacte social qui est notre pacte républicain, tel qu'il a été redécrit ce matin. Et de toute évidence, les rapports doivent se renforcer. Je pense qu'on s'est peut-être un peu trop dissocié pour différentes raisons, mais il est certain qu'on ne se sortira pas des difficultés dans lesquelles nous sommes aujourd'hui en matière de financement et de soutenabilité de notre système de soins si on ne renforce pas plus les liens entre les acteurs du système, les effecteurs que sont les soignants et les financeurs, dont les complémentaires et les mutuelles qui sont de gros financeurs du système malgré tout. Donc il y a beaucoup de sujets sur lesquels vous pouvez vous retrouver aujourd'hui, vous pouvez porter ensemble? Évidemment, alors on peut les citer à la volée, mais aujourd'hui il faut réorganiser les parcours de soins, il faut aller vers plus de prévention, il faut agir sur le tiers payant. Agir sur le tiers payant, c'est somme toute évident. Alors ça a été évoqué dans une question ce matin sur une des dernières tables rondes. Je pense qu'on a un vrai sujet de fond effectivement sur la valeur, ce qu'en fait le patient. On a un vrai sujet de fond aussi sur le pourquoi on a du mal à embarquer aujourd'hui tous les professionnels de santé. C'est-à-dire qu'il y a encore des freins. Et ça fait partie des choses sur lesquelles on n'a probablement pas assez travaillé sur le fond et sur la durée. Comment on crante et comment on réussit à embarquer tous les acteurs du soin dans le tiers payant et pourquoi ça coince. Donc ça, c'est un sujet qui, de mon point de vue, est plus du ressort du politique que du technique et on a encore du mal à cranter. Et puis derrière, en va toutes les notions de gouvernance. C'est-à-dire que pour pouvoir avancer ensemble, il faut qu'on soit en capacité de s'asseoir autour d'une même table, de se rencontrer avec un plan de travail, une ligne politique commune. Et c'est clairement moi ce que j'appelle de mes voeux. Il y a une logique de silo à dépasser, vous pensez?
Oui, une logique de silo entre, de toute façon, les différentes mutuelles et complémentaires, c'est évident, mais aussi du côté des professionnels de santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'offre de soins libérale que je représente est complètement silotée par rapport à l'offre de soins hospitalière. Et au sein de l'offre de soins libérale, toutes les professions sont construites les unes à côté des autres sur le plan compétences en silo, sur le plan conventionnel, donc ce qui nous finance en silo, et même les accords conventionnels interpro qui sont censés amener de la transversalité sont silotés les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand les libéraux négocient un accord conventionnel sur le fonctionnement des maisons de santé pluridisciplinaires, eh bien, cet accord est complètement siloté par rapport à celui qui gère le fonctionnement des CPTS. Béatrice, comment vous recevez les propos de Sébastien ? Oui, moi je partage les propos de Sébastien. Nous avons effectivement de grands défis partagés à relever ensemble pour maintenir et renforcer notre système de santé. Et cela dans un contexte où les acteurs de l'économie sociale et solidaire, comme le dit Antoine, sont un petit peu aussi bousculés et c'est pas simple. Nous avons bien sûr des enjeux de gouvernance, c'est important pour consolider le système. Et nous ne pouvons pas imaginer y travailler tout seul. C'est pas possible. On ne peut agir que dans la co-construction. Et vous avez signé d'ailleurs avec l'UNPS ? Oui, c'est tout le sens du partenariat que nous avons signé avec l'UNPS pour nous montrer plus résolus et alignés sur nos enjeux partagés. Et nous avons travaillé sur une coordination des sujets comme la prévention, comme la lutte contre les fraudes. Et avec ces intérêts croisés, nous arrivons ensemble à plusieurs à être plus forts et mieux entendus. Nous avons également signé une tribune avec l'UNPS sur la pluriannualité dernièrement. Donc c'est tout le sens de ce partenariat. Mais Sébastien disait qu'il y avait aussi à vous organiser, vous, entre complémentaires. Exactement. Nous avons aussi, pour la mutualité française, ce qui est important, c'est qu'au sein du monde des complémentaires, nous puissions peser plus et parler d'une seule et même voix. Et nous avons l'obligation de vraiment de mettre en route cette capacité à montrer que finalement, nous portons des propositions communes avec les autres acteurs des complémentaires santé face à l'assurance maladie. Et pour nous, cela passe nécessairement par le renforcement des lieux communs de concertation. En premier lieu, l'UNOCAM, qui est le lieu dans lequel les acteurs des complémentaires santé interviennent, ou dans un contexte de plus en plus engageant, justement, ces lieux de concertation doivent être renforcés pour que la parole soit plus entendue, plus forte, plus audible par rapport aux partenaires et au pouvoir public. Ça passe nécessairement par le fait de renforcer politiquement l'UNOCAM, qui est l'organe institutionnel reconnu par la loi. Donc c'est vraiment le lieu avec lequel nous pouvons avoir un levier pour agir et nous faire entendre. Au-delà de la gouvernance, Béatrice, c'est quoi aujourd'hui les conditions pour maintenir, alors c'est le thème de la table ronde, maintenir, développer l'attractivité du modèle du mutualiste ? Il y a pas mal de conditions à réunir pour maintenir l'attractivité de nos modèles. Moi, j'en vois trois principales. C'est d'abord d'assurer la pérennité de nos entreprises. Voilà. Si on a des entreprises qui ne sont pas pérennes, on pourra pas être attractif. C'est aussi le renouvellement de notre vie démocratique et notre capacité à être toujours au plus près de celles et ceux que nous protégeons, que nous accompagnons avec notre offre de services. Mais c'est aussi, nous sommes des employeurs, nous sommes des employeurs importants dans l'économie sociale et solidaire, et on a aussi des conditions d'attractivité en tant qu'employeur, notamment sur certaines de nos activités comme les services de soins et d'accompagnement. Parlons d'abord de la pérennité, si vous voulez bien. Il y a un travail à faire sur le modèle économique ? Oui, je pense qu'il y a un travail à faire sur le modèle économique. Il y a deux points là-dessus. Il y a effectivement le fait d'être toujours des assureurs en santé, de renforcer notre cœur de métier, c'est ce que nous faisons depuis toujours. Et puis il y a aussi ce besoin d'aller peut-être chercher des compléments d'activité, de diversifier notre offre et de montrer notre capacité à développer des activités, à proposer de nouveaux services complémentaires de manière à répondre aussi aux besoins actuels, mais aussi aux besoins futurs de nos adhérents. Mais pour y aller sur des sujets comme le logement, par exemple. Oui, parce que nous avons aussi besoin de répondre aux nouvelles fragilités. Nous sommes un acteur social et nous sommes attentifs à ces nouvelles fragilités. Le logement en est un, mais il y a aussi les fragilités alimentaires. On parlait des jeunes ce matin. Il y a aussi les fragilités induites par les changements climatiques, par les transitions. Donc on doit là aussi s'interroger pour sans cesse se renouveler et être un petit peu à l'affût et en capacité de répondre à tout cela. La question de l'efficience en est une aussi, on en a parlé ce matin. La question de l'efficience, bien sûr, parce que nous sommes des entreprises qui sommes frappées toujours plus durement par les contraintes réglementaires, par les contraintes fiscales.
qui nous sont imposées. Et là aussi, nous devons contenir toujours plus nos frais de gestion, surtout que dans nos frais de gestion, nous, les mutuelles, voilà, il y a aussi la prévention, il y a toute l'offre d'action sociale qui compte dans les frais de gestion. Donc, nous nous battons aussi pour maîtriser nos frais de gestion, c'est important, parce qu'on nous reproche voilà, d'avoir des coûts de gestion qui sont élevés, mais finalement, il faut comparer ce qui est comparable, et on ne compare pas toujours ce qui est comparable. Sur le L3, vous vouliez dire aussi un mot sur le secteur ? Oui, sur le L3, c'est pareil. Hein, on doit être vraiment attentif à toujours faire voilà, en sorte de mettre en avant notre singularité, notre spécificité, surtout dans un moment où la financiarisation de la santé voilà, est de plus en plus importante. Et nous devons aussi, quand c'est possible, alors c'est l'éternel débat qui revient en mutualité depuis de nombreuses années, renforcer les liens entre les livres 2 et les livres 3, mais il ne faut pas le minorer parce que nous avons aussi à l'intérieur de notre mouvement voilà, ces possibilités. Sur la question des livres 3, de nombreuses voilà, questions se posent que nous devons nous poser aussi en lien avec l'évolution des besoins, l'évolution des métiers. Quelle est notre place? Quelles sont les réponses que nous devons apporter par rapport à des problématiques démographiques? Le vieillissement de la population en est une, et on l'a vu, on l'a encore entendu ce matin, voilà, va croître. Donc on doit proposer des réponses face aussi à des financements publics là aussi qui sont de plus en plus contraints et qui tendent de nos structures. Donc toutes ces questions sur la justesse, sur le bon prix, sur la bonne offre doivent se poser. Et en même temps, nos livres 3 sont aujourd'hui voilà, frappés par des déséquilibres économiques sur lesquels nous devons réfléchir en profondeur, mais tous ces sujets sont bien sûr sur la table et nous y travaillons. Antoine, c'est quoi les enjeux aujourd'hui en matière de pérennité économique pour l'ESS? Je pense qu'on ne peut pas se cacher derrière son petit doigt et dire, et rester comment dire, interdit face à la montée des modèles lucratifs dans des champs sur lesquels les acteurs de l'économie sociale et solidaire étaient dominants, et dominants pour de bonnes raisons, c'est-à-dire pour la raison qu'ils faisaient privilégier l'humain sur les considérations de rentabilité. Alors, dans le cadre de modèles économiques robustes, on va dire, le micro, pardon, dans le cadre de modèles économiques certes robustes, mais il y avait des arbitrages qui étaient faits. Moi, j'observe les livres de Victor Castanet, j'observe aussi un certain nombre de débats. Je ne sais pas si vous avez pu, les uns ou les autres, suivre le débat sur les maisons d'accompagnement à la fin de vie, mais l'hypothèse que ce soit des acteurs commerciaux qui puissent être pourvoyeurs des services qui posent des problèmes autant éthiques, et que la question, quelle que soit d'ailleurs l'opinion individuelle qu'on puisse avoir sur l'enjeu, le fait que les acteurs qui travaillent sur le sujet puissent être des acteurs commerciaux est pour moi quelque chose un choix de société qui est très contestable et auquel on doit s'opposer avec la plus grande énergie. Dans l'économie sociale et solidaire, c'est particulièrement les acteurs non lucratifs qui sont fragilisés, parce qu'eux ont l'habitude d'opérer une péréquation, une mutualisation naturelle, parce qu'ils accueillent tout le monde. Et donc, ils ne sélectionnent pas. Et donc, comme ils ne sélectionnent pas, eh bien, il faut bien que les modèles s'équilibrent. Et si certains acteurs s'emparent des morceaux les plus rentables du marché, si on doit dire ça comme ça, par une forme de premiumisation, il y a un équilibre qui est introuvable. Donc ESS France essaie de porter avec d'autres une forme non pas de contre-offensive, ce serait un peu pompeux que de dire ça, mais une volonté de ne plus se laisser faire, en tout cas, de marquer la force des modèles de l'économie sociale et solidaire. Et je le redis particulièrement, les modèles non lucratifs. Vous parlez des livres 3, ça fait sens, si ça ne fait pas sens sur les publics accueillis, ça fait sens sans doute sur les territoires où les espaces d'implantation ne sont pas les mêmes. Donc tout ça contribue, j'en parlais tout à l'heure, à un modèle social en fait. Mais quand vous dites ne pas se laisser faire, c'est-à-dire déjà, quand il y a une proposition de loi comme celle que je viens d'évoquer, déjà le dénoncer. Et puis la deuxième chose, c'est réclamer des outils qui nous permettent de nous protéger juridiquement. Si on n'est pas à armes égales, la première chose c'est le contrôle, parce qu'on voit que tout ça se fait sur une forme parfois de défaut de contrôle. Alors, il y en a qui sont surcontrôlés, il y en a d'autres qui sont sous-contrôlés. Je vous laisse deviner comment ça peut fonctionner. Vous avez sans doute la réponse dans la salle. Et puis, à côté de ça, vous avez des pouvoirs réglementaires qui existent et des garde-fous doivent être instaurés.
Est-ce qu'on peut exclure complètement le champ lucratif d'un certain nombre de secteurs? Peut-être qu'il est déjà trop tard et peut-être que ce n'est pas la bonne ligne. Est-ce qu'on doit mieux réguler et mieux protéger? Ça me paraît être d'intérêt général que de travailler à cela. Au-delà du sujet de la pérennité économique, Sébastien, il y a aussi donc celui plus largement du système de protection sociale. Le gouvernement cherche 40 milliards en ce moment pour renflouer les caisses de la Sécu. Il pose son regard sur les fonds des complémentaires en se disant tiens, et si elle pouvait un peu participer un peu plus. Est-ce que là, il n'y a pas une fenêtre d'opportunité pour revoir certains sujets? Je pense notamment au contrat responsable. Oui, enfin, il y a d'une part une opportunité parce qu'il va falloir de toute façon le réformer, ce système. Je veux bien, on va pouvoir faire l'autruche encore un an ou deux, mais il y a un vrai sujet de soutenabilité. Je veux dire, il a fallu plus de 70 ans, de 1946 à 2018, pour franchir la barre symbolique des 200 milliards d'euros de dépenses de soins d'assurance maladie. On est aujourd'hui à plus de 265 avec un comité d'alerte qui tire déjà la sonnette d'alarme pour l'année 2025. On voit bien qu'il va falloir se pencher sur un vrai sujet de fond. Et parmi les sujets de fond, c'est le qui paye quoi. Et ça, je pense qu'il y a un véritable sujet à mettre sur la table. Et comment les complémentaires prennent leur place pleinement dans les décisions. Et parce qu'on le voit bien, depuis la réforme de 2004, qui a porté création à l'UNCAM, les caisses d'assurance maladie, l'UNOCAM pour les complémentaires et l'UNPS. Je ne sais pas comment ça s'est passé chez vous, mais je sais comment ça s'est passé chez moi. On a mis 23 organisations syndicales autour de la table, 6 syndicats de médecins, 3 syndicats de pharmaciens, 4 syndicats d'infirmiers, etc., etc. On nous a mis une cacahuète sur la table et on nous a dit « allez-y, amusez-vous ». Eh bien, il a fallu 20 ans pour mûrir, comprendre comment on pouvait réussir à travailler ensemble et commencer sur une cacahuète, commencer à se poser la question de comment on allait enfin pouvoir travailler avec les autres. Donc ces réformes, il va falloir y aller, il va falloir les porter. Les 40 milliards, je ne crois pas que ce soit la réunion des 3 hauts conseils qui nous apporte des solutions pragmatiques pour l'année prochaine. Mais, et là aussi, j'ai parfaitement entendu la question que soulevait Eric Chenu ce matin sur le fameux contrat responsable. C'est comment on l'aurait défini et comment on se penche dessus. J'entendais que les frais de prévention, je l'ignorais, étaient dans vos frais de gestion. On a bien vu les effets de bord indésirables que ça a eu, notamment sur l'exercice libéral. L'arrivée de ce contrat responsable où on a dit aux complémentaires « allez-y, engagez-vous », la solution de terrain qui existe, elle n'est pas claire et nette quand même dans l'offre de soins libérale. Et le réflexe, ça a été quelque part de répondre plus à une demande qu'à un besoin patient. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un grand nombre de contrats responsables qui financent malheureusement... Oui, tout à fait, une demande des usagers. C'est une demande des usagers. Il y a une pression forte. Pas un réel besoin de santé. Pas un réel besoin de santé, non, tout à fait. Et aujourd'hui, donc, beaucoup de contrats responsables visent à financer ce qui relève éventuellement du bien-être, mais certainement pas de la santé. Quand aujourd'hui, on rembourse, alors les chiffres qui circulent, c'est entre 700 millions et 1 milliard d'euros de soins qui peuvent aller de la naturopathie à la sophrologie en passant par l'ostéopathie. Encore une fois, dans un monde qui change, où la science est très sérieusement remise en question, où la crise Covid est passée par là et où on a créé une sorte de génération anti-vax et de répulsion vis-à-vis du médicament, vis-à-vis de la médecine au sens large du terme. Moi, je dis prudence. On est en train de s'égarer et on n'en mesure pas complètement les effets indésirables, mais je pense que si on ne réagit pas vite, collectivement, on s'expose à des problèmes de santé publique majeurs. On va revenir sur la prévention juste après. Vous voulez réagir, Béatrice, sur le contrat responsable? Sur le contrat responsable et solidaire, c'est vrai que nous plaidons, alors on est sur le temps long aussi, j'espère que ça ne prendra pas 20 ans, mais on plaide pour, depuis 3-4 ans, on travaille pour une refonte de ce contrat qui, avec le temps, finalement, ne répond plus à son besoin initial, qui était de garantir une couverture mutualisée sur les soins et biens essentiels à un tarif contenu. On lui a tellement rajouté de trucs dans ce contrat responsable qu'aujourd'hui, il ne remplit plus son rôle et il ne permet plus de proposer des solutions adaptées et graduées aux besoins de chacun. Donc nous avons formulé une proposition avec France Assureurs que nous avons portée devant la ministre fin avril dernier pour revoir justement les garanties de ce contrat responsable et revenir à un socle, à un plancher. Ça ne veut pas dire de proposer un contrat au rabais, pas du tout, mais c'est vraiment d'avoir une garantie minimale sur les soins essentiels.
les tickets modérateurs médecine, les tickets modérateurs paramédicaux, le 100% santé, l'hôpital. Donc vraiment les soins essentiels. Il faut arrêter l'hyper-réglementation. Et finalement, l'État ne peut pas décider tout seul, comme ça, de manière assez dictatoriale, de ce qu'il nous impose. Éric Cheny a toujours l'expression d'être généreux avec l'argent des autres. Voilà, c'est exactement ça. Et nous devons vraiment avoir voix au chapitre sur ce contrat responsable aussi, mais toujours, comme on le disait au début de la table ronde, dans une logique de travailler ensemble, dans une logique de co-construction. Pour revenir sur ce que vous disiez sur les médecines non conventionnelles, il faut faire attention de ne pas trop cristalliser le débat là-dessus, même si je suis d'accord avec vous. Je pense que le développement de ces pratiques, elle relève aussi de la responsabilité de tous, et au premier rang de la responsabilité de l'État. Parce que l'État, finalement, il a été quand même assez défaillant, finalement, par rapport à ces professions. Parfois, c'est, je ne sais plus qui disait hier, c'est charlatan qui se développent. Et en même temps, alors ce qui est quand même assez surprenant, c'est que l'État, il est employeur aussi. Et l'État, en tant qu'employeur, finalement, il inscrit ces pratiques non conventionnelles dans les cahiers des charges des appels d'offres de la PSC. Et ça, ce n'est pas acceptable. Et puis, sur le chiffre du milliard, alors c'est vrai qu'il y a des médecines non conventionnelles, mais souvent dans les forfaits de médecine, forfaits de médecine dite alternative dans les mutuelles, on retrouve aussi effectivement beaucoup d'autres choses qui sont quand même un petit peu utiles, sur les kinés, voilà, il y a quand même dans ce milliard autre chose, les pédicures, les podologues, enfin, il n'y a pas que des pratiques non conventionnelles un petit peu à l'égard de la réglementation. Et puis dire aussi qu'il faut rappeler quand même que nous, les acteurs complémentaires, nous remboursons 13 milliards d'euros chaque année de dépassement d'honoraires, dont 1,5 milliard aux médecins, et ça, finalement, personne s'en insurge. C'était une pierre pour Sébastien ou pas? Vous avez déposé dans son jardin? Non. Alors moi, je le prends très bien parce que je ne suis pas médecin, donc non, le dépassement d'honoraires, je ne sais pas ce que c'est. Et moi, je jette pas une pierre, je lance une alerte, et je pense que la résultante en fait de ce contrat responsable, c'est qu'on n'a peut-être pas su à l'époque se mettre autour de la table et le co-construire ensemble. Donc ne reproduisons pas les erreurs du passé. On lève le tapis, on se rend compte qu'il y a des trucs pas nets dessous, on se remet ensemble autour de la table et puis on construit et on avance ensemble. Moi, j'ai pas vraiment de religion sur le sujet. La responsabilité individuelle, oui, pourquoi pas, mais attention, parce que dans les effets de bord en fait, qu'on observe, et je vais insister un petit peu là-dessus, on voit bien dans les éléments sémantiques de ces professions qu'on utilise exactement les mêmes codes que les professionnels de santé. Ça se finit par thérapeute, parologue. Ça s'installe avec une jolie plaque en laiton, la même que le médecin. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de maisons de santé pluridisciplinaires qui s'ouvrent un petit peu partout. Chaque municipalité veut son centre de santé. Et comme elle a du mal à recruter du professionnel de santé, quand les locaux sont vacants, on va volontiers finalement le céder à un de ces professionnels. Et aujourd'hui, on travaille là aussi d'arrache-pied avec la Miviludes sur le sujet, parce que on se rend compte que ça crédibilise finalement ces professions, et surtout, ça renforce la conviction et la croyance de l'usager qu'ils sont finalement chez des professionnels qui sont du domaine du soin ou de la santé. Et nous, c'est vraiment là-dessus qu'on alerte. Je veux dire, on n'a pas de... Je connais pas beaucoup de professionnels de santé qui courent après le boulot, et à la limite, je dirais, si voilà, on n'a pas, c'est pas un problème pour nous, on les voit pas comme des concurrents. En revanche, ce qu'on mesure, c'est tous les effets de bord qui sont liés au détournement du parcours de soins, qui sont de plus en plus fréquents. Vous disiez, ces techniques ne sont pas éprouvées, on ne va pas faire un focus trop longtemps sur ces professions-là, mais ce qui est éprouvé en revanche, c'est l'impact de la prévention. Est-ce que ce volet-là, aujourd'hui, il faut le repenser? Si oui, comment, de votre point de vue? C'est un volet qui est essentiel. D'ailleurs, on l'a mis sur la table sur la convention cadre qu'on s'est fixée collectivement. Là aussi, il faut être en capacité de se redire ce qu'on met dedans et comment on l'organise. Exactement, il faut se redire ce qu'on met dedans. Il faut peut-être se redire aussi, mais c'est pas encore mûr chez tout le monde, mais là par contre je mets un gros pavé dans la mare des professionnels de santé. La prévention n'est pas du domaine exclusif et du ressort de la santé, des professionnels de santé et des financeurs de la santé.
La prévention, c'est votre lieu d'habitat, c'est vos conditions de vie, c'est ce que vous mangez, etc., etc., etc. Donc il faut que nous, on continue de faire un petit travail sur nous-mêmes quand même, parce que on a quand même quelques représentants autour de la table qui sont convaincus que la prévention, d'ailleurs le ministère de la Santé s'est longtemps appelé, enfin c'est appelé quelque temps ministère de la Santé et de la Prévention. Quand on a retiré le mot prévention du ministère de la Santé, justement parce que ce travail a été fait, ça a été vécu par certains comme un affront en disant on nous enlève ce qui nous appartient, ce qui de mon point de vue est une erreur fondamentale. En revanche, effectivement que la santé a aussi son mot à dire. On a pas mal de choses à construire ensemble, collectivement, et peut-être en approchant la population par champ. Et c'est ça qui est intéressant en fait avec les mutuelles, c'est que vous êtes vraiment au plus proche du terrain, donc vous connaissez les particularités territoriales et locales qui ne sont pas les mêmes à Marseille, à Lille et à Paris. Donc vous avez la chance d'avoir ce réseau extrêmement puissant, extrêmement mobilisable. Et nous, de notre côté, on connaît aussi nos ressources en local et nos capacités et les leviers à activer pour pouvoir mettre en place des plans de prévention les plus adaptés à la situation des usagers. Et là, on en vient des parcours de prévention qui soient plus personnalisés, peut-être, Béatrice ? Oui, effectivement. Alors c'est vrai qu'il faudrait qu'on bascule dans notre pays et qu'on arrive enfin à avoir une vraie culture aussi de santé publique et avec l'ensemble des acteurs. Hein, c'est pas l'affaire que d'un seul acteur, c'est l'affaire de tous. Agir sur les déterminants de santé, hein, vous en avez parlé, c'est très important. Et puis on le disait tout à l'heure, que la prévention pour nous soit reconnue comme une vraie prestation et ne pèse plus dans nos charges de gestion. Mais oui, s'orienter vers des parcours personnalisés, c'est aussi l'avenir de la prévention. Hein. Là aussi, nous devons réfléchir, transformer nos modes d'agir. De nombreuses mutuelles, d'ailleurs, mettent déjà en place des programmes de prévention qui tendent à la personnalisation. Je peux donner des exemples. Hein. 2 exemples. Chez Uneo, par exemple, en partenariat avec NUV, donc, ils proposent des parcours de prévention interactifs sur le champ du diabète, de la nutrition, en proposant, outre bien sûr de la sensibilisation, mais aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un véritable accompagnement thérapeutique adapté aux besoins des adhérents. Et puis, il y a ce qu'avait fait la MGEN au départ, qui a été repris par les mutuelles du groupe Vive, avec Vive Optime, qui est un programme aussi de prévention personnalisé, qui vise à accompagner les adhérents. Alors au départ, c'était par rapport aux maladies cardiovasculaires, mais c'est toujours par rapport aux maladies cardiovasculaires, et qui accompagne les adhérents dans l'amélioration de leur quotidien, de leur habitude de vie, et qui les accompagne aussi dans la gestion de leur santé tous les jours. Mais si on veut aller au bout du virage préventif, la prévention personnalisée, c'est important. C'est ce qui demain, je pense, nous faisons beaucoup de choses en prévention, comme vous le disiez, sur les territoires, dans nos mutuelles, par nos unions régionales, et c'est un formidable travail. Mais demain, nous aussi, il va falloir un petit peu transformer notre manière d'agir. Mais si on veut transformer notre manière d'agir, il faut aussi qu'on nous donne les moyens d'agir. D'avoir les données. C'est ça. Il est nécessaire d'avoir accès aux données et qu'il y ait une meilleure articulation dans le partage des données. Aujourd'hui, dans notre pays, les données sont tellement encadrées. Alors, c'est normal que les données de santé soient encadrées, bien sûr, mais ça ne nous permet pas d'aller sur la vraie prévention personnalisée. Et donc, ça nécessiterait vraiment un petit allègement de cet encadrement des données, tout en restant, bien sûr, dans des pratiques éthiques de leur utilisation, bien sûr. La prévention, c'est uniquement un sujet de santé pour vous, Sébastien, ou c'est plus large que ça? Non, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Ça doit largement dépasser le champ de la santé. L'habitat, on l'évoquait, c'est votre milieu de vie, c'est ce que vous mangez. Alors, on a bien sûr déjà vu quelques grandes campagnes, manger 5 fruits et légumes par jour. Est-ce que c'est suffisant? Je suis loin d'être convaincu. Là où je suis convaincu, c'est que, et on le voit en étant au contact direct avec nos patients, c'est que je crois que vous avez un relationnel privilégié avec vos adhérents. Et je pense que la clé de voûte, elle est peut-être là. C'est comment on réussit à harmoniser nos communications, assurance maladie, complémentaire, professionnelle de santé, en s'emparant de certains sujets qu'on pousse collectivement fort en même temps et à l'échelle des territoires. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter sur la prévention, dire aussi, on a notre actif, on a poussé des choses, on a été précurseur parfois, et ça a été le cas notamment parce qu'on a aussi, on est des acteurs solidaires et on prend soin de nos adhérents. On a été les premiers à pousser les consultations psychologiques à la sortie de la crise sanitaire en 2021, et on a été précurseur
un avance même de phase du dispositif Mon soutien psy qui a été déployé par la Sécurité sociale. Et puis oui, on veut prendre toute notre place avec l'ensemble des acteurs. C'est aussi le cas plus récemment dans le cas des examens bucco-dentaires où depuis le 1er avril, voilà, on finance aussi, voilà, même si je sais que tout n'est pas parfait à ce niveau-là, mais en tout cas, nous, on a tenu à y prendre toute notre place. Parlons de l'enjeu du renforcement de la démocratie mutualiste. On a parlé ce matin d'engagement avec Laurent Berger, Isabelle Rondeau et Carole Azé. Béatrice, il est où l'enjeu particulièrement selon vous? On ne va pas redire ce qu'on a dit ce matin. Mais... Non, c'est vrai que c'est compliqué de ne pas revenir sur ce qu'on a dit ce matin, mais je voulais rebondir un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a 50 à 60% de nos adhérents qui ne choisissent plus leur complémentaire santé. On a quand même 40% d'individuels qui continuent à choisir leur mutuelle, leur assurance. Et dans une moindre mesure, moi je ne suis pas sûre que finalement, eux aussi, quand ils adhèrent, ils font la différence entre nous, entre AXA, entre d'autres acteurs. Je ne suis pas sûre. Pour un petit nombre, sûrement, mais pour la grande majorité, à mon avis, ils ne font pas la différence. Donc là, nous aussi, nous avons un rôle à jouer, parce que là, c'est de notre responsabilité aussi d'aller informer, d'aller sensibiliser nos adhérents à ce que l'on fait. Mais je veux dire, l'adhésion, c'est devenu aussi un acte technique tellement encadré, tellement borné, que finalement, on a perdu aussi le fait d'aller expliquer qu'en adhérant à une complémentaire santé, à une mutuelle, on adhérait aussi à un projet sociétal, on adhérait à un contrat social et on pouvait aussi s'impliquer dans la vie démocratique de nos organisations et y prendre part. Donc vraiment, nous avons un grand chemin à faire, je pense, pour faire en sorte que cela évolue. Et nous avons en mutualité des forces. Notre force, c'est vraiment notre proximité. Nous sommes des acteurs qui sont vraiment dans la proximité avec nos adhérents, du fait de nos modes de gouvernance, du fait de nos cultures d'entreprendre, de notre capacité à proposer des garanties adaptées, de proposer des services qui répondent aux préoccupations des populations, de proposer des services de soins et d'accompagnement. Et puis on a cette force aussi, vous le disiez, c'est d'être présent sur les territoires. Alors la proximité, bien sûr, elle n'est pas que physique, mais nous, on est présent sur les territoires. Et quand on a... Alors je suis obligée de parler un petit peu de la démarche jeune, puisque nous sommes allés... Quand on a interrogé les jeunes, ce qui est important, c'est que finalement, nos valeurs, même si à un moment donné, elles ont pu être un petit peu has-been, finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, elles sont résolument modernes et elles résonnent très fortement dans l'esprit des jeunes. Donc les jeunes ont envie de s'engager. Alors c'est vrai qu'il y a différentes formes d'engagement, mais on a été surpris de voir combien les jeunes avaient envie de s'engager. Et pour celles et ceux qui étaient peut-être aux journées de rentrée l'année dernière, les jeunes étaient là. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Alors, ils nous ont bousculés, bien sûr, on s'en est pris un petit peu plein la tête. Ils nous ont bousculés. Ils ont regardé la salle, ils ont dit, bof, on fait un petit peu tâche. Et ils nous ont dit aussi quelque chose d'intéressant, c'est aujourd'hui, on est avec vous, mais l'année prochaine, on aimerait être parmi vous. Donc, c'est à nous maintenant de nous remettre en question, c'est à nous de leur faire cette place, c'est à nous de repenser notre attractivité vis-à-vis des jeunes, mais de nos adhérents aussi, parce qu'on va puiser notre renouvellement au sein de nos adhérents. Mais je crois qu'on a là vraiment besoin nécessairement de se remettre en question, parce qu'aujourd'hui, voilà, nos pratiques, nos formats d'engagement, ils ne sont pas forcément des plus alléchants. Et pour ça, on a pas mal d'atouts, je trouve. Antoine, est-ce que cette proximité que décrivait Béatrice à l'instant, est-ce que ça n'est pas ce qui fait finalement aussi que la mutualité, ça reste essentiel pour l'intérêt général? Si on réfléchit par l'absurde, un EHPAD mutualiste ou un centre de soins mutualiste qui ferme, dans beaucoup d'endroits, c'est une zone blanche qui se crée. Donc, par l'absurde, par l'absence, on arrive à démontrer comment ce premier kilomètre de l'intérêt général. Je dis bien le premier kilomètre, parce que quand on parle de dernier kilomètre, on a une vision surplombante et descendante. Le premier kilomètre, c'est celui de l'accès aux droits, celui de la présence en proximité, et donc de la réalité du soin et de la considération humaine qu'on peut trouver. Donc oui, le monde mutualiste aménage le territoire français, résorbe les fractures territoriales, est présent dans les zones rurales, dans les quartiers en politique de la ville, et dans un certain nombre d'endroits où des
acteurs, des personnes engagées, justement, engagées pour leur territoire, parce qu'il y a différentes formes d'engagement. J'imagine que ça a dû être évoqué dans les journées dont vous parlez. Eh bien, le territoire, c'est souvent le premier niveau, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans ma rue, qu'est-ce qui se passe au bout de chez moi. Donc, cet intérêt général, il se le tangibilise là. Il est tellement naturel pour certains, il est tellement évident qu'on oublie parfois de le valoriser. Et ça, c'est parfois un peu regrettable et sans doute un espace de conquête en termes d'image. Est-ce que vous sondez l'image que peut avoir le mutualisme, par exemple? Est-ce qu'il y a un déficit d'image aujourd'hui sur... Moi, je veux bien... Les gens ont conscience de ce que ça représente. Alors déjà, il y a une difficulté, c'est qu'on associe au terme mutuel des choses qui ne sont pas des mutuelles. Voilà. Donc ça, c'est pas évident. Par exemple, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'on assimile mutuel et complémentaire, et il peut y avoir des choses extrêmement différentes. Ça, c'est la première chose. D'ailleurs, c'est vrai aussi sur le champ de l'assurance et plus globalement de la protection. Parce que ce sont souvent les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui ont été les pionniers, qui ont inventé les formes de protection populaire, d'intérêt général, etc. Je ne sais pas s'il existe des sondages sur le modèle mutualiste. Ce que je peux vous dire, moi, c'est que, par comparaison, dans l'économie sociale et solidaire, alors nous, SS France, on aime tous les modèles de l'économie sociale et solidaire, on n'a pas de préféré, mais il faut regarder ce qu'a fait le mouvement coopératif ces dernières années. 5 ou 6 ans en arrière, une coopérative, il n'y avait pas forcément beaucoup de gens qui savaient ce que c'était. Ça n'avait pas une image très moderne. C'était pas forcément moderne, on sentait qu'il y avait quelque chose qui remontait au 19e siècle. Alors, c'est pas parce que ça remonte au 19e siècle que c'est forcément dépassé, mais regardez ce qui a été fait par les acteurs du monde coopératif ces dernières années, qui ont valorisé le fait qu'ils étaient une économie entre guillemets sans actionnaires, où ils privilégiaient le rapport démocratique, y compris dans des moments de la vie très simple ou plus compliqué. Ça devient presque un modèle à suivre. Mais oui, mais regarde, il y a une grande fédération coopérative bancaire dont je ne donnerai pas le nom qui vient de sortir une analyse sur l'image du modèle coopératif. C'est impressionnant en fait. C'est la remontada en fait en termes d'image. Donc si c'est possible pour les coopératives, j'imagine que pour les mutuelles, c'est possible. Alors on ne part pas de nulle part et puis je ne veux pas donner l'impression de dénigrer. Quand on voit la campagne qui a été faite sur une vraie mutuelle il y a quelques mois, quand on voit ce que fait Écoutez Voir notamment sur un certain nombre de sujets, tout ça participe d'un bon principe, à mon avis. Peut-être on peut faire plus. En tout cas, nous, on sera là pour accompagner et relayer, avec grand plaisir. Béatrice, l'attractivité, c'est aussi celle d'un modèle mutualiste qui donne envie d'y travailler. Il faut aussi qu'on parle de cet aspect-là en termes d'attractivité. D'ailleurs, dans le cahier sur l'attractivité du modèle réalisé par la Fondation Jean Jaurès à l'occasion du congrès, on lit ceci. Le secteur mutualiste bénéficie d'une image positive auprès de ses salariés, notamment les jeunes. Et une enquête menée par l'IFOP montre que la qualité de vie au travail et le sens donné à l'activité professionnelle, ils sont globalement perçus comme excellents. Pourtant, malgré ses atouts et ses verbatims, les mutuelles rencontrent toujours des difficultés croissantes pour recruter et fidéliser les salariés, notamment dans les établissements sanitaires et sociaux mutualistes. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous mettez en place pour... Oui, alors c'est vrai que pour rebondir sur cette enquête et cette image positive, c'est vrai. Moi, j'ai été je suis salarié mutualiste avant d'être élue, et c'est vrai qu'on est bien, on a de la chance de travailler en mutualité parce qu'on y perçoit toutes les valeurs. C'est aussi pour ça parfois qu'on y travaille. C'est peut-être aussi pourquoi aujourd'hui chez les jeunes ça résonne aussi positivement. Notre enjeu, bien sûr, c'est celui du recrutement, surtout sur le champ de nos livres 3. On a pas mal de difficultés, mais c'est aussi l'enjeu de fidéliser, de proposer des vrais parcours professionnels, et aussi des rémunérations du marché, parce que parfois les acteurs mutualistes, on est un petit peu en dessous des rémunérations du marché, donc il faut qu'on soit attentif à ça. Mais pas que. Être un acteur mutualiste, un employeur mutualiste, c'est aussi l'art, je dirais, de faire infuser nos valeurs dans l'esprit de nos collaborateurs, de faire ressentir ce petit supplément d'âme, cette différenciation, cette culture d'entreprise et cette appartenance à une communauté, à un collectif. Donc ça me paraît important. Alors nous avons des mutuelles qui expérimentent, qui proposent des choses intéressantes. Par exemple, chez Aesio Mutuelle, il y a eu toute une stratégie qui a été portée pour les alternants, donc avec un objectif de relever de 25% les alternants, considérant que c'était aussi un levier, une stratégie importante et un levier pour former les futurs talents de demain. C'était une expérience aussi intéressante de créer le lien avec les alternants et des communautés opérationnelles
professionnels, d'avoir vraiment une vraie communauté pour les alternants, de leur proposer des parcours au-delà du métier, de la formation métier, mais des parcours de l'accompagnement sur leurs projets à venir, de leur proposer aussi l'acquisition de soft skills, voilà, de compétences comportementales, de leur ouvrir un petit peu le champ d'offres d'emploi dans l'écosystème, et aussi de leur proposer des choses qui impactent la société, des modules sur l'économie circulaire ou sur les transitions écologiques. C'est un partenariat qui a été reconnu par le secteur, par la Régus de l'assurance. Sur le champ du livre 3, alors là, l'enjeu, il est encore plus fort. Alors, du fait, effectivement, il y a des pénuries de professionnels de santé importantes liées aux différents numerus clausus. Là aussi, un enjeu de recrutement et de fidélisation. Il y a aussi un enjeu d'attractivité, de recrutement, de fidélisation, parce que là, pour le coup, sans professionnels de santé, dans nos livres 3, on peut pas fonctionner et on ne peut pas répondre aux besoins des populations. Et ça, c'est ce que vous disiez est important, c'est que parfois, malheureusement, dans des territoires, nous sommes obligés de fermer des structures mutualistes qui étaient pour certaines personnes le seul accès aux soins. Donc il faut des plateaux techniques qui soient de haut niveau. Oui, nous avons besoin d'avoir bien sûr une attractivité par rapport à nos infrastructures, des plateaux techniques qui soient de bon niveau, on va pas dire de très haut niveau. Bon, il ne faut pas qu'on se voit plus beau que ce qu'on est, mais de très bon niveau, ça peut être un levier d'attractivité. Mais je pense que ça ne suffit pas. Je pense que ça ne suffira pas parce qu'on a déjà des bons plateaux techniques dans nos établissements. On est souvent un petit peu à la pointe de toutes les dernières technologies, mais on voit que ça ne suffit pas. Et je pense que nous devons mener une réflexion un petit peu sur la manière d'être attirant pour les professionnels de santé, de la manière dont une fois qu'on les a recrutés, comment l'exercice des pratiques se passe dans nos centres. On vend souvent les pratiques de groupe. Et c'est intéressant pour les professionnels de santé qui, aujourd'hui, n'ont plus envie d'ouvrir leur cabinet tout seul. Ils ont envie d'être avec d'autres et d'exercer en groupe. Mais en fait, dans la réalité, parfois, en fait, ils sont plusieurs, mais ils ne sont pas en groupe. Donc, on a besoin de repenser tous ces modèles. On a besoin aussi de leur proposer des formations qui soient intéressantes pour eux par rapport à leur spécialité, de leur proposer des vrais parcours. Et puis, on a peut-être aussi besoin de repenser nos formes de management à l'adresse de ces communautés, parce qu'on ne manage pas des professionnels de santé comme on manage d'autres communautés opérationnelles. Et ça c'est important. Et tous nos modèles, plus globalement, ils doivent être vraiment repensés par rapport aux enjeux de qualité de vie au travail. Et je pense que si on coche toutes ces cases-là, finalement, la performance de nos entreprises, elle vient après. Parfois, malheureusement, on regarde toujours l'économique et on focus sur l'économie plutôt que sur tout le reste. Si tout le reste est là, l'économie marche après. Sébastien, sur cette question-là de recrutement, fidélisation des professionnels de santé dans les établissements mutualistes, c'est quoi aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour les attirer justement, les fidéliser ? On a un sujet de toute façon majeur qui est celui de la ressource. Oui. J'aimais beaucoup l'exemple que vous preniez tout à l'heure sur les centres de santé lorsqu'ils partaient d'un endroit, ça créait une zone blanche. Je vais le dire autrement, quand on crée un centre de santé à un endroit, ça va créer des zones blanches tout autour. C'est-à-dire que les fois où on arrive à devenir hyper attractif, on déshabille Pierre pour habiller Paul. Et notre difficulté aujourd'hui, et on n'arrive pas encore complètement à l'attraper, c'est comment on réussit à créer un maillage territorial qui soit satisfaisant pour tout le monde et sans nuire finalement aux voisins. Alors là où j'ai confiance, en revanche, au modèle mutualiste, c'est que quelque part, je pense que vous êtes les garants de la financiarisation du système. Et j'aime mieux que ce soit les mutualistes qui s'intéressent à ces organisations-là plutôt que les groupes financiers. Parce que les mutualistes vont avoir un intérêt à aller au fin fond de la Creuse s'ils ont des adhérents. Le financier, il ira uniquement là où il peut faire du fric. Un mot avant qu'on donne la parole à la salle, peut-être pour élargir le mutualisme. Il est audible en Europe, globalement, de ce que vous observez, Antoine. Moi, je voulais lancer un petit appel à la grande vigilance vis-à-vis de ce qui se passe en Europe actuellement. Nous avons eu ces dernières années un plan d'action de la Commission européenne pour l'économie sociale et solidaire qui a fait bouger quelques éléments. Elle s'est beaucoup plus intéressée à la santé parce qu'il y a le pacte des droits sociaux de l'Union européenne qui vise à atteindre certains objectifs. Moi, je suis particulièrement inquiet, et je veux vous délivrer ce message, mais peut-être, évidemment, d'autres vous le délivrent, sur ce qui se passe au niveau de l'Union européenne. L'Union européenne, ça reste le cadre de référence, le marché unique dans lequel nous évoluons. Et aujourd'hui, le terme de protection
il devient de plus en plus synonyme de sécurité et de sécurité militaire. Les sujets que nous avions réussi à pousser à l'agenda de l'Union européenne ces dernières années, en essayant de faire progresser la place du monde mutualiste, sont en train de reculer à une très très grande vitesse, voire disparaître de l'agenda. Je vous donne un exemple. Tout le monde sait que la santé compte dans la robustesse d'une économie. Il y a un commissaire à la prospérité, dont je ne donnerai pas le nom, au sein de la Commission européenne. Sa première décision, c'est de supprimer l'unité qui s'occupe de l'économie sociale et donc qui est l'interlocutrice des mutuelles, l'interlocutrice des associations, des fondations, etc. etc. Donc, c'est le moment d'être vocaux, en fait. C'est le moment de s'exprimer et de dire, il y a des consultations, il y a des espaces de dialogue dans lesquels je pense que les mutuelles ont une voix à porter. Puisque sinon, il restera quoi ? Des très petits acteurs. Ils sont légitimes, ce n'est pas le problème. Mais l'économie sociale et solidaire, la protection, ce n'est pas que le small is beautiful. Et il y a des enjeux systémiques qui risquent d'être relégués au second plan. Donc voilà, l'Union européenne est à un moment où elle est obsédée par la sécurité, obsédée par la compétitivité. Et nous prenons des risques à ne rien dire et à laisser passer les choses. Donc je n'ai pas dit que c'est le cas du monde mutualiste, mais c'est une invitation à vous y intéresser. En tout cas, nous ne sommes pas les seuls. Il y a des réseaux européens qui s'activent. Mais je vous invite à regarder ça avec la plus grande attention, notamment du haut de l'expérience des mutuelles en France, bien sûr, mais aussi dans d'autres pays de l'Union, bien évidemment. Merci. Des questions, si vous en avez maintenant, questions, réflexions, commentaires, témoignages, tout est permis. Oui. Alors, monsieur lève la main là au milieu de l'allée. On va vous apporter un micro. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Vous venez de parler au niveau européen des difficultés qu'on a au niveau de l'économie sociale et solidaire. Je voudrais rajouter qu'en France, on a un gros souci aussi avec les baisses des subventions. Alors ça concerne l'ESS en général, hein, mais on est dans l'ESS, le monde mutualiste, et je voulais quand même en parler. Avec les 40 milliards d'économies qu'il va falloir faire, on peut imaginer 2025, c'est compliqué. 2026 risque d'être encore plus compliqué. Je voudrais simplement dire que le 1er juillet, il y aura une journée, alors je ne sais pas, on peut appeler ça une journée d'action, mais pourquoi le 1er juillet ? Parce que c'est la loi de 1901, elle est née un 1er juillet. Donc le 1er juillet, partout en France, il y aura des rassemblements où on va aborder les problématiques de l'ESS en général avec des associations qui aujourd'hui sont quasi en dépôt de bilan, enfin on n'appelle pas ça comme ça, mais avec des ruptures de contrat. Et puis pour revenir à la mutualité, ça n'a pas été dit, mais je veux absolument l'aborder. Dans les centres dentaires, on a la loi Katabi, je n'ai pas le temps d'expliquer ce que c'est la loi Katabi, mais aujourd'hui l'ARS, moi j'en suis témoin, l'ARS fait un peu de zèle, et si bien qu'aujourd'hui on a des problèmes d'agrément dans nos centres dentaires mutualistes qui viennent se rajouter à tout ce que vous avez dit. Merci monsieur. Merci de votre témoignage. Béatrice ? Oui, en rebond de ce que vient de dire Jean-Claude, sur la loi Katabi, c'est vrai qu'on nous impose des règles strictes. Alors on doit, dans nos réalisations, dans nos SAM, avoir bien sûr des plateaux qui répondent aux règles d'hygiène notamment. Mais c'est vrai que là, parfois, on nous impose des règles trop strictes avec des investissements très très lourds pour se mettre en ordre de marche, notamment sur les stérilisations, sur les séparations des vestiaires, tout un tas de choses. Et ça fragilise encore plus nos modèles. Donc, alors que chez les libéraux, voilà, il y a des très beaux plateaux techniques, mais il y a aussi des fois des choses qui foutent un petit peu la trouille. Donc oui, il faut se battre contre ça. Et après, sur le côté des subventions, alors c'est vrai qu'on a des activités d'activités qui dépendent aussi de subventions, mais il faut aussi que nous, on soit aussi en capacité de se rendre plus autonome, de transformer nos modèles, d'avoir peut-être des visions différentes sur certaines pratiques, sur ce que l'on peut faire, sur ce que l'on peut proposer. Parce que de toute façon, la chose dont on est bien conscient, c'est que ça va baisser de plus en plus. Merci Béatrice. Oui, il y a une question ici. Bonsoir monsieur. Bonjour, pardon. Oui, bonjour. Alors, à mon sens, se battre contre Alan, tout ça, c'est peut-être pas le bon match. À mon sens, est-ce qu'il serait peut-être pas possible que la mutualité copie un peu, parce que le numérique, il ne faut pas oublier, il est omniprésent, il se développe.
Alors, le combat contre Alan, je pense que c'est un combat qui est dépassé. Il faut absolument, je pense que la mutualité imagine des solutions numériques au sein de la mutualité, plutôt que de les combattre. Oui, Béatrice. Alors Alan, enfin je pense qu'on combat pas, enfin on combat Alan parce que Dénoncer plus que vous combattez. on dénonce parce qu'on comprend pas comment un acteur voilà qui génère des déficits, qui est renfloué par des fonds de pension, puisse échapper finalement à toutes les contraintes réglementaires, l'œil de la CPR, etc. Donc de ce côté-là, oui, on le dénonce. Après sur pour rebondir sur ce que vous disiez, il est important bien sûr pour nous aussi en tant qu'entreprise mutualiste d'être un petit peu à l'avant-garde et à la pointe de tout ce qui peut se faire dans le digital. Et je veux dire, on a été un petit peu à la traîne pendant quelques temps. Là, on propose des choses intéressantes. Et là aussi, il y a un vrai enjeu parce que la proximité avec celles et ceux que nous protégeons, elle passe aussi par le digital, par le numérique. On est physiquement sur les territoires, mais je veux dire, la relation au quotidien, elle doit se faire par là. Et il y a des choses sur lesquelles, oui, nous devons nous améliorer. Alors, je ne dis pas que Alan doit être un exemple pour nous, mais en tout cas, je pense qu'on a, sur ce champ-là, beaucoup de progrès à faire. Je n'ai pas compris que c'en était un, effectivement. Antoine, vous vouliez rajouter un complément? Non, là, on touche quand même des sujets où on voit que la mutualité, elle est actrice de la société civile, en fait, en touchant... parce que là, on touche la propriété des données, qui est quand même un enjeu de souveraineté très, très important. C'est pas pour ou contre le numérique ou pour ou contre Alan. En fait, le sujet, c'est quel modèle de santé cela propose, quel modèle d'économie. Et là-dessus, il y a une économie qui est démocratique et de l'autre qui vise à créer une rente nouvelle, en fait, et une utilisation et une recherche d'utilisation. Béatrice, depuis tout à l'heure, parle des données de santé, dit combien c'est important de pouvoir aller travailler avec elles. C'est pas la même philosophie d'utilisation. Donc, on voit bien que le mouvement mutualiste, il touche aussi dans son cadre d'engagement beaucoup d'autres sujets. Sur les déterminants de santé, c'est également vrai, puisque ça amène à toucher les conditions de vie et de travail, l'alimentation, etc., etc. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que dans la façon dont le mouvement mutualiste s'exprime, il parle toujours de ce qu'il dépasse un petit peu. Et c'est heureux qu'il aille sur, à mon avis, des terrains qui ne sont pas forcément ceux sur lesquels on l'attend, parce qu'il porte une voix de l'intérêt général qui, sinon, n'est pas forcément portée ailleurs, en fait. Quand on entend Éric Lombard qui dit que Alan est une excellence française, mais la mutualité est une excellence française également, en fait. Le sujet, il est là. Et donc, revendiquons cela et soyons clairs sur ce que nous défendons ou ne défendons pas, et ne jetons pas les bébés avec les eaux du bain, quoi. Dites quand même que les mutualités ne parlent pas assez fort, ce que vous dites. On l'entend pas assez, en tout cas. On serait content d'être... non, on ne peut pas dire qu'elle ne parle pas assez. Fort. Moi, je ne peux pas dire aux mutualistes, faites ci, vous faites ça. Je suis mal placé pour le faire. Puis c'est pas mon... Et puis, je suis attaché au modèle démocratique. Nous, Éric Chenu, quand il parle, on l'écoute chez SS France. Mais on serait ravis d'être de plus important porte-voix. Voilà, on peut le dire comme ça. Question, s'il vous plaît. Où êtes-vous? Allez-y, bonjour madame. Bonjour. Mon nom est Sibylle Reich, je suis la directrice de l'Association internationale de la mutualité. Je voulais revenir à la visibilité des mutuelles à Bruxelles et en Europe, mais aussi au niveau international, on est bien visible. C'est vrai que la DG Grow ou la DG Marché Intérieur a décidé d'annuler au dernier moment un atelier qu'on avait un contrat pour organiser avec la Commission européenne, mais il ne faut pas arrêter. Il faut changer le narratif aussi. Il faut prouver ce que font les mutualités, quelle valeur ils ont dans le marché intérieur, dans le marché économique et solidaire. Donc, on a parlé avec la DG Emploi, et c'est la DG Emploi qui va organiser cet atelier avec nous. Donc, il ne faut pas cesser de faire le lobby auprès des instances, parce qu'on a des choses à dire, on est important. Donc, il ne faut pas se plaindre, il faut vraiment arrêter de se plaindre, il faut donner un narratif positif. Voilà, merci. Moi, j'ai bien envie de terminer là-dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Terminons sur ces quelques mots. En tout cas, merci beaucoup pour cette séquence. Merci à tous les trois. Ah, il y avait une question. Bah, écoutez, oui. Donc je ne peux pas terminer sur cette séquence, alors. Non. Démocratie, oui. On a parlé de l'attractivité du modèle mutualiste. Donc, vous avez beaucoup parlé des professionnels de santé. Nous avons d'autres salariés qui ne sont pas professionnels de santé. Donc, il y a eu le Ségur de la santé.
l'attractivité pour le public a été compensée immédiatement. Chez nous, on attend toujours les compensations. Donc, quand on parle de l'attractivité de nos métiers, on forme nos salariés, on les fait évoluer, on leur permet de grandir, et à un moment, ils partent dans le public parce qu'on ne les paye pas assez. Donc voilà, il faudrait quand même que l'État soit là quand on a besoin d'eux. C'était dit aussi, donc ça sera la dernière parole de cette séquence. Merci en tout cas à tous les trois, merci Béatrice, Sébastien et Antoine, merci de vos éclairages. On marque une pause dans cette salle de plénière, on se retrouve dans 1 heure pour évoquer les solidarités. Faut-il les réinventer? Et si oui, comment?